2 chiffres et les suffisent à fendre un récit réputé immuable. En quelques semaines, la conversion de 15 600 détenus en soldats et la reprise de 92% des zones naguère sous pression déplacent l'idée d'un État affaibli vers celle d'un mécanisme interne, rapide, discipliné, mesurable et donc politiquement explosif. Que signifie ce basculement pour chacun et pourquoi Ibrahim Traoré s'impose-t-il comme l'axe discret de cette recomposition collective? Une souveraineté nouvelle affleure déjà, et la suite dira si elle tient sous la contrainte du réel. Pour mesurer la portée de ce choc, la promesse de cette analyse est volontairement resserrée. Distinguer ce qui relève d'un pari risqué de ce qui constitue un mécanisme potentiellement reproductible. L'enjeu pour le spectateur était clair. Comprendre comment une décision brève, presque austère dans sa forme, a déplacé des équilibres que l'on croyait figés sans la confondre avec un succès automatique. Il ne s'agit pas d'admirer une prouesse administrative, mais d'examiner une articulation nouvelle entre justice, sécurité et société, évaluée par des effets observables. Ce déplacement engage un double risque. S'il échoue, il fragilise la confiance institutionnelle et renforce les lectures fatalistes. S'il tient, il ouvre une brèche conceptuelle majeure. La sécurité cesse d'être un apport extérieur et devient un produit d'interne, mesuré par des écarts concrets entre un avant et un après. La question centrale s'impose alors. Assiste-t-on à une réforme nationale isolée ou à l'ébauche d'un modèle capable de reconfigurer des dépendances stratégiques plus larges? La suite cherchera des réponses vérifiables, sans céder à l'enthousiasme ni au rejet. En moins de 2 ans, 92% des zones auparavant sous pression armée repassent sous contrôle effectif. Ce chiffre, rarement mis en avant, oblige à relire différemment la dynamique sécuritaire du Burkina Faso et à replacer la réforme pénitentiaire au centre d'un enchaînement causal précis. Loin d'être un aboutissement, ce pourcentage agit comme un signal précoce. Quelque chose s'est déplacé dans la relation entre sécurité, justice et souveraineté, et ce déplacement produit déjà des effets mesurables. Pour comprendre ce basculement, il faut revenir au décor initial. Pendant des années, le Sahel est décrit comme un espace condamné à l'instabilité chronique. Les interventions extérieures se succèdent, les promesses de stabilisation s'accumulent, tandis que les villages se vident, les routes se ferment et l'économie locale s'asphyxie. La peur devient une routine. Les marchés perdent leur fonction sociale. La mobilité se transforme en risque permanent. Dans ce contexte, chaque initiative nationale est perçue comme marginale, voire symbolique. La première rupture intervient lorsque la sécurité cesse d'être pensée comme un apport extérieur et devient un produit interne. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la reconquête territoriale s'articule à une réinvention institutionnelle fondée sur des décisions brèves, opérationnelles et immédiatement vérifiables. La réforme pénitentiaire ne vise pas à corriger un dysfonctionnement isolé. Elle complète une chaîne de choix orientée vers la récupération du terrain et la restauration d'une cohésion sociale minimale. Ce qui surprend les observateurs n'est pas seulement l'ampleur du chiffre, mais sa temporalité. Le retournement est rapide, presque compressé, comme si plusieurs années de stagnation avaient été absorbées en quelques mois. Cette accélération nourrit à la fois l'intérêt et la méfiance. Comment un État décrit comme affaibli produit-il un tel renversement sans soutien massif visible? C'est ici que s'impose une seconde lecture. La réforme agit d'abord sur les perceptions avant de s'inscrire dans les statistiques. Elle modifie la manière dont l'État regarde ceux qu'il sanctionnait et dont les communautés évaluent la présence armée sur leur territoire. Le chiffre de 92% ne clôt pas le débat. Il l'ouvre en donnant un premier point d'ancrage concret à la question posée au départ.
Les premiers effets tangibles de la réforme apparaissent loin des centres de décision, dans des scènes ordinaires qui fonctionnent comme des capteurs sociaux. À Koudougou, un agriculteur observe une unité mixte patrouiller à l'entrée du village. Parmi les soldats, certains visages lui sont familiers, associés autrefois à de petites infractions. La reconnaissance ne provoque ni colère ni célébration, mais une attente prudente. Un salut respectueux suffit à dissiper une crainte accumulée pendant des années. À Ouagadougou, une scène comparable se déroule dans un quartier populaire. Une mère identifie son fils au sein d'une patrouille chargée de sécuriser le marché où il avait été arrêté autrefois. Elle ne parle ni de rédemption ni de miracle. Elle évoque un devoir rendu à la communauté. Cette formule circule sans slogan ni mot d'ordre officiel, comme une manière spontanée de qualifier ce qui se joue. Une réintégration visible, évaluée par les comportements plutôt que par les discours. Ces micro-scènes ne cherchent pas à émouvoir. Elles révèlent comment la réforme agit d'abord sur la perception collective avant de produire des résultats chiffrés. La discipline observée, la posture, la constance des routines modifient progressivement la manière dont les communautés interprètent la présence armée. L'uniforme cesse d'être un symbole de contrainte. Il devient un indicateur de responsabilité assumée. Ce déplacement précoce entraîne un effet mesurable. Les marchés rouvrent, les déplacements reprennent. La peur recule sans déclaration officielle. La transformation institutionnelle gagne en crédibilité au moment précis où les villages constatent que la valeur d'un individu ne se définit plus par son passé, mais par sa capacité à tenir un engagement présent. C'est là que le so what devient concret. La sécurité commence à redevenir une routine partagée. Tout commence par un geste administratif d'une brièveté déconcertante. Un décret d'une douzaine de lignes, signé par Ibrahim Traoré, circule un matin entre les bureaux du ministère de la Justice. Il n'annonce ni amnistie ni grâce collective. Il ordonne une réaffectation immédiate. La logique est nette. L'État cesse d'immobiliser une population carcérale jugée improductive et la redirige vers un service contraignant, structuré et mesurable. En quelques heures, les directions pénitentiaires reçoivent des instructions précises. Les listes sont dressées, les catégories sont filtrées. 15 000 Six Sense noms émergent d'un système longtemps saturé. La phase d'activation est volontairement rapide. À Koudougou, Bobo Dioulasso et Ouagadougou, les portes s'ouvrent sans cérémonie. Les détenus ne sont pas libérés au sens classique du terme. Ils sont absorbés. Les chaînes disparaissent, remplacées par des engagements formels. Ce contraste frappe immédiatement l'opinion. La transition est brutale, presque sèche, comme si l'État voulait éviter toute zone grise entre punition et service. Le pays change de rythme. La vitesse devient un message politique implicite. Le point culminant se matérialise quelques jours plus tard à Pau, dans un centre d'entraînement improvisé, mais rigoureusement encadré. Sous un soleil écrasant, des milliers d'hommes se tiennent alignés. Les instructeurs, rompus aux conflits asymétriques, imposent une discipline sans concession. 10 kilomètres de course à l'aube, formation tactique le jour, session civique le soir. L'objectif n'est pas de glorifier l'effort, mais de produire une rupture mentale. Les conseillers d'Ibrahim Traoré évoquent un front de l'esprit, expression qui circule discrètement sans être officialisée. Les observateurs étrangers restent prudents. La même question revient avec insistance. Comment une population décrite comme instable peut-elle se réorganiser aussi rapidement? La réponse ne vient pas d'un discours, mais d'une répétition quotidienne des gestes. La routine remplace l'improvisation. La contrainte devient lisible. L'ancien statut pénitentiaire n'est ni effacé ni nié. Il est encapsulé dans une nouvelle fonction. La frontière entre sanction et utilité commence à se dissoudre.
Les premières répliques apparaissent presque aussitôt dans l'espace civil. Dans les villages, la présence de ces unités modifie les comportements. Les routes secondaires, longtemps évitées, redeviennent praticables. Les marchés reprennent une activité régulière. Les familles, autrefois cantonnées au parloir des prisons, se déplacent désormais vers les casernes. Elles apportent des repas, des vêtements, des outils. Ces gestes, discrets mais répétés, signalent un ajustement social profond. La peur ne disparaît pas d'un coup, mais elle recule. Sur le plan opérationnel, un effet inattendu se dessine. Ces hommes connaissent les sentiers, les caches et les itinéraires informels utilisés par les groupes armés. Ce qui était perçu comme un passé compromettant devient un avantage tactique. Les patrouilles anticipent, contournent, réduisent l'imprévisibilité adverse. Les retours de terrain convergent. Moins d'embuscades, davantage de routes sûres, une présence étatique plus continue. À ce stade, la réforme cesse d'être un événement isolé. Sous la coordination d'Ibrahim Traoré, elle s'inscrit dans une trajectoire où la vitesse initiale cède progressivement la place à la tenue dans la durée. Avant la réforme, les indicateurs convergeaient vers une trajectoire dégradée. Après sa mise en œuvre, ils s'inversent de manière cohérente. Ce passage du diagnostic au delta observable constitue le premier test de crédibilité du dispositif porté par Ibrahim Traoré. Il ne s'agit pas d'empiler des chiffres, mais de comprendre comment des écarts mesurables traduisent un changement de fonctionnement. Le premier indicateur concerne la sécurité. Les attaques armées reculent de 37% dans les zones couvertes par les unités issues de la réforme. Cette baisse ne signifie pas une disparition du risque. Elle indique une réduction tangible de la capacité opérationnelle adverse. Le mécanisme est lisible, une occupation plus continue du terrain, une meilleure connaissance des itinéraires informels et une diminution de l'effet de surprise. Autour de Kaya et de Dori, les embuscades passent de 27 à 17 en un trimestre. Cette variation suggère un déplacement structurel plutôt qu'une accalmie ponctuelle, car la topographie elle-même devient plus lisible pour les forces déployées. Le deuxième indicateur touche à l'économie rurale. La production agricole du Nord progresse de 21% sur la période observée. Cette hausse reflète le retour d'une sécurité minimale permettant l'exploitation continue des terres. Les champs abandonnés redeviennent accessibles, les canaux sont réparés, les moissons sont protégées. Plus de 600 hectares sont remis en culture, non par une subvention extérieure, mais par une stabilisation locale des conditions de travail. Les marchés hebdomadaires reprennent leur fonction de régulation. Les flux de transport cessent d'être exceptionnels. Le résultat ne transforme pas instantanément l'économie nationale. Il rompt une spirale de contraction entretenue par l'insécurité chronique. Le troisième indicateur, le plus sensible, concerne la récidive. Le taux enregistré tombe à zéro parmi les détenus intégrés au dispositif. Ce chiffre bouscule les attentes habituelles. Il indique une discipline collective orientée vers la cohérence plutôt que la sanction. Les critiques évoquent un effet de court terme ou une sous-déclaration. Pourtant, aucun cas de désertion ni de rupture de discipline majeure n'est signalé. 4 établissements pénitentiaires ferment, libérant des ressources redéployées vers des infrastructures civiles. Le système judiciaire cesse ainsi d'absorber des coûts improductifs et commence à générer des effets fonctionnels. Pris isolément, chacun de ces indicateurs pourrait être contesté. Ensemble, ils dessinent une cohérence. La baisse des attaques sécurise les routes. La reprise agricole redonne une fonction économique au territoire. L'absence de récidive stabilise le lien entre justice et service. Ces effets se renforcent mutuellement au lieu de s'annuler. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la réforme n'est pas présentée comme une réussite morale, mais comme un système évalué par des écarts mesurables entre un avant et un après. La lecture la plus prudente consiste à reconnaître
un déplacement réel sans conclure à une victoire définitive. Les chiffres das ne garantissent pas la durabilité. Ils attestent d'une capacité à produire de l'ordre là où dominait la fragmentation. C'est précisément ce passage du baseline au delta observable qui déplace le débat. Non plus ce que l'État promet, mais ce qu'il parvient effectivement à faire. Deux objections dominent l'analyse prudente de ce dispositif et elles méritent d'être formulées dans leur version la plus solide. La première soutient qu'armer d'anciens détenus crée un risque intrinsèque pour la stabilité nationale. Une force issue des prisons pourrait rester traversée par des loyautés fragiles, une discipline superficielle et des tensions latentes. Sous stress opérationnel, un incident isolé suffirait à fissurer la confiance publique. À cette inquiétude s'ajoute un point éthique. Convertir une peine en service militaire brouille la frontière entre justice et utilité et pourrait affaiblir la légitimité du processus judiciaire. La seconde objection redoute une militarisation de la détresse sociale. Transformer la marginalité en ressource sécuritaire pourrait installer un précédent ambigu. L'État serait tenté d'utiliser la misère comme réservoir structurel au lieu de traiter ses causes profondes. Des organisations civiles soulignent le contre-coup possible. Si les résultats actuels s'avéraient temporaires, l'effondrement serait d'abord psychologique. La confiance nouvellement acquise se retournerait en sentiment de trahison, augmentant le coût politique et social de l'échec. Autrement dit, le succès rapide rendrait toute rechute plus destructrice. Face à ces critiques, la réponse la plus robuste ne consiste ni à moraliser ni à minimiser. Elle revient aux faits observables exposés plus tôt. Aucune désertion n'est signalée, aucun effondrement d'unité n'est enregistré. Les trois indicateurs centraux, baisse des attaques, reprise agricole, récidive nulle, ne prouvent pas une perfection. Ils attestent d'une cohérence interne qui contredit les scénarios les plus pessimistes. La discipline n'apparaît pas comme un miracle. Elle se manifeste comme une routine encadrée, répétée et vérifiable. Le point décisif tient à la posture institutionnelle. Le dispositif est présenté comme expérimental, donc évalué, et non comme un récit définitif. Cette méthode n'éteint pas les risques, elle change leur traitement. Les craintes sont reconnues puis confrontées au terrain. À ce stade, les données disponibles n'annulent pas l'inquiétude. Elles obligent toutefois à admettre qu'un ordre fonctionnel peut émerger sans reproduire les schémas antérieurs, à condition d'être mesuré et corrigé en continu. Ce point de bascule ne tient pas à une annonce spectaculaire, mais à un déplacement silencieux du centre de gravité. La réforme cesse d'être perçue comme une réponse sécuritaire exceptionnelle. Elle commence à fonctionner comme un mécanisme ordinaire, intégré aux usages quotidiens des territoires reconquis. Ce glissement change la nature même du débat. Ce qui se révèle à mi-parcours, c'est que l'enjeu n'est plus seulement de reprendre le terrain, mais de le tenir sans rupture. Sous la coordination d'Ibrahim Traoré, l'accent se déplace vers la continuité, régularité des patrouilles, stabilité des itinéraires, prévisibilité des interactions avec les communautés. La souveraineté n'est plus invoquée comme un principe abstrait. Elle se teste dans la capacité à maintenir des marchés ouverts, des routes praticables et une présence administrative minimale jour après jour. Cette stabilisation progressive produit un effet paradoxal. Plus l'ordre devient routinier, moins il attire l'attention médiatique, mais plus il devient coûteux à remettre en cause. La réforme échappe ainsi à la logique de l'événement. Elle s'inscrit dans une temporalité longue, où chaque journée sans incident renforce la crédibilité de la précédente. Les villages ne célèbrent pas une victoire. Ils ajustent leur comportement. Le midpoint reveal tient donc en une idée simple. La réussite éventuelle ne dépendra pas d'un nouveau chiffre spectaculaire, mais de la capacité à rendre l'ordre banal. C'est cette banalité, encore fragile, qui commence à redessiner les rapports
entre État, sécurité et société. Les effets de la réforme se lisent désormais à travers 4 groupes dont les trajectoires, longtemps disjointes, commencent à se recouper. Du côté de l'État, la reprise territoriale modifie la nature même de l'action publique. Les administrations cessent de gérer des zones fragmentées et retrouvent une continuité minimale. Plus de 120 axes commerciaux rouvrent et des dizaines de villages récupèrent un marché hebdomadaire fonctionnel. Cette lisibilité réduit les coûts d'urgence et permet un redéploiement des ressources vers des services civils. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, la souveraineté cesse d'être un discours et devient une capacité observable à maintenir des usages réguliers sur un territoire continu. Du côté des forces de sécurité, l'impact est avant tout opérationnel. Les unités issues de la réforme ne remplacent pas les forces régulières, elles les complètent. Leur connaissance des itinéraires informels et des zones grises réduit l'imprévisibilité. La baisse des embuscades se traduit par une mobilité accrue et une fatigue moindre. Les patrouilles deviennent plus régulières, moins défensives. Le rythme change. La mission n'est plus vécue comme une succession de crises, mais comme une présence durable. Cette normalisation explique pourquoi les gains sécuritaires se consolident plutôt que de s'éroder. Pour les communautés locales, les conséquences sont immédiatement perceptibles. Les marchés rouvrent sans escorte exceptionnelle. Les transporteurs reprennent des axes abandonnés. Les artisans et commerçants circulent à nouveau. Dans les zones rurales, la sécurisation des champs et des canaux permet une exploitation continue des terres. Les gestes de confiance se multiplient, repas déposés aux casernes, outils à partager, coopération spontanée. La relation entre civils et soldats se recompose. L'uniforme n'incarne plus uniquement la contrainte. Il devient un indicateur de protection, encore fragile mais reconnu. Enfin, pour les acteurs régionaux, l'effet est stratégique. Le Mali et le Niger envoient des délégations pour observer le dispositif, non par fascination idéologique, mais par pragmatisme. Le modèle intéresse parce qu'il repose sur des ressources internes et une discipline mesurable. Les anciennes puissances restent prudentes. Les rapports évoquent une expérience non conventionnelle sans la qualifier. Ce silence traduit une gêne analytique. La stabilisation observée contredit des cadres fondés sur la dépendance structurelle. Ces 4 lectures convergent vers un même point. La réforme ne produit pas seulement des gains sectoriels, elle réaligne des intérêts qui évoluaient jusque-là en parallèle. L'État retrouve une capacité d'action. Les forces opèrent avec moins d'attrition. Les communautés réinvestissent l'espace public. Les voisins observent une alternative. Sous la coordination d'Ibrahim Traoré, la cohérence devient le principal résultat mesurable et le principal enjeu pour la suite. À l'horizon de 6 à 12 mois, 3 trajectoires plausibles se dessinent, chacune fondée sur des conditions observables plutôt que sur des projections abstraites. Elles ne décrivent pas des certitudes, mais des chemins possibles selon la manière dont la dynamique actuelle est consolidée ou fragilisée. Dans le scénario de base, la tendance se prolonge sans accélération spectaculaire. Les routes sécurisées restent praticables. Les marchés rouverts continuent de structurer la vie locale. Les unités issues de la réforme s'intègrent progressivement aux forces régulières, sans élargissement massif du dispositif. Les gains agricoles observés se stabilisent, sans nouvelle poussée mais sans recul marqué. La baisse des incursions armées se poursuit à un rythme modéré. Dans cette configuration, Ibrahim Traoré inscrit la réforme dans une continuité administrative, moins de discours, davantage de procédures et une évaluation régulière des écarts entre objectifs et résultats. La stabilité reste fragile, mais elle devient prévisible. Le scénario optimiste repose sur une amplification maîtrisée. La coopération entre civils
unités mixtes et forces régulières s'approfondit. Les anciens détenus les plus aguerris deviennent encadrants, renforçant la discipline et la transmission des routines. Les échanges régionaux s'intensifient avec des formations conjointes observées par des délégations voisines. Le Burkina Faso glisse alors d'un statut d'expérimentation à celui de référence technique. La souveraineté ne s'affirme pas par rupture, mais par diffusion progressive d'un modèle adaptable. Ce scénario suppose une constance politique et l'absence d'incidents majeurs. Le scénario défavorable ne provient pas d'une pression extérieure directe, mais d'une faille interne. Un incident disciplinaire grave, une rupture de commandement ou un épuisement logistique suffirait à fissurer la confiance nouvellement acquise. Le contre-coup serait d'abord psychologique. Les critiques trouveraient un terrain fertile. Les partenaires prudents suspendraient leur observation active. L'échec ne serait pas total, mais il réinstallerait une lecture fataliste coûteuse à inverser. Face à ces trajectoires, une recommandation de méthode s'impose. Ne pas confondre vitesse et solidité. Avancer par consolidation plutôt que par accumulation. Mesurer chaque étape avant d'en ouvrir une nouvelle. C'est sur cette discipline du temps que se jouera la suite. Pour une partie de la jeunesse urbaine, la réforme cesse d'être un mécanisme institutionnel abstrait et devient un miroir. Les images d'entraînement largement diffusées ne sont pas perçues comme de simples démonstrations militaires, mais comme la preuve qu'un parcours peut être redirigé sous contrainte et discipline. Des étudiants évoquent l'idée qu'un échec n'est pas nécessairement définitif, qu'une trajectoire peut se réorganiser sans être effacée. Cette lecture ne glorifie pas la dureté du dispositif. Elle en retient la possibilité d'un recommencement structuré, encadré, mesuré. Dans les familles, l'impact se joue sur un registre plus intime. Les mères qui attendaient autrefois derrière les barreaux attendent désormais lors des permissions ou des parades. Le même visage, autrefois associé à la honte, apparaît sous un uniforme qui impose le respect. La douleur du passé ne disparaît pas, elle se transforme. Les repas déposés aux casernes, les vêtements offerts spontanément, les outils prêtés lors de travaux communautaires deviennent des gestes de soutien discrets. La réconciliation ne passe pas par des discours officiels, mais par une accumulation de preuves quotidiennes. Pour la diaspora, la transformation agit comme un contre-récit. À distance, beaucoup avaient intégré l'image d'un pays condamné à la dépendance ou à l'instabilité chronique. Observer une réforme produite et évaluée localement suscite des débats nourris. Certains y voient un modèle de dignité active. D'autres rappellent la fragilité de l'expérience. Tous reconnaissent cependant un point commun. L'État redevient lisible. Il ne promet pas l'idéal. Il démontre une capacité d'action. Ce qui touche réellement le spectateur n'est ni la statistique ni l'uniforme. C'est la possibilité d'un changement collectif mesuré, encore imparfait mais assumé, qui invite chacun à reconsidérer ses propres attentes face à l'action publique. La réforme change de nature au moment précis où elle cesse d'être improvisée et se transforme en doctrine opératoire. Ibrahim Traoré présente alors une feuille de route structurée autour de leviers simples conçus pour stabiliser l'expérience et la rendre vérifiable dans le temps. L'objectif n'est plus de prouver une rupture, mais d'éviter une rechute. D'abord, tout repose sur une double tutelle défense-justice appliquée à l'ensemble des centres de formation. Cette articulation vise à uniformiser les critères de sélection, à prévenir les dérives et à garantir que chaque recrue traverse le même filtre disciplinaire indépendamment de son passé. La justice ne délègue pas, elle encadre. La sécurité n'improvise pas, elle applique. Ensuite, l'enjeu concerne la discipline comme langage civique partagé. Des modules inspirés de l'entraînement militaire sont intégrés dans certains segments de l'administration et de la formation professionnelle.
Il ne s'agit pas de militariser la société, mais de créer une continuité institutionnelle entre sanctions, apprentissage et service. Cette cohérence rend les parcours lisibles pour les communautés et limite les zones grises où naissent les ruptures de confiance. Puis, il devient crucial d'élargir l'horizon régional. Des accords de coopération avec le Mali et le Niger permettent une observation croisée des dispositifs et la mutualisation de certaines formations. Le Sahel cesse d'être une addition de fragilités isolées et devient un espace d'expérimentation coordonnée sans déclaration idéologique. Et enfin, il faut fixer des indicateurs mesurables. Récidive, village sécurisé, infrastructures remises en service, économie budgétaire redéployée. Chaque étape est évaluée. La réforme n'est pas protégée par un récit politique, elle est exposée aux chiffres. C'est cette exposition volontaire qui transforme l'initiative en système ajustable plutôt qu'en symbole figé. Lors du premier grand défilé à Ouagadougou, un écho des scènes observées dans les villages refait surface, mais à une autre échelle. Les 15 600 hommes avancent en rang serré, non plus dispersés par leur trajectoire passée, mais unifiés par une posture commune. Parmi eux, certains répètent le même salut simple aperçu à Koudougou, celui qui avait suffi à dissoudre la peur d'un agriculteur. Ce geste, reproduit devant la foule, agit comme un rappel silencieux. La réforme ne nie pas le passé, elle exige une tenue nouvelle. Au milieu des rangs, Ibrahim Traoré ne se tient pas à distance. Il marche, observe, ajuste. Le message n'est pas spectaculaire, il est lisible. La transformation ne repose ni sur l'oubli ni sur la glorification, mais sur une continuité d'exigence. La dignité n'est pas accordée, elle est pratiquée chaque jour sous le regard des autres. Dans la foule, les réactions restent contenues, presque prudentes. Pourtant, quelque chose se déplace, la peur recule sans proclamation, la fatalité se fissure. L'idée d'un recommencement collectif cesse d'être théorique parce qu'elle devient visible, mesurée, incarnée. Une phrase circule sans être scandée. La valeur d'un individu se prouve dans l'engagement présent. C'est là que la réforme trouve sa portée la plus durable. Non dans l'annonce, mais dans cette capacité à rendre la cohérence observable, partageable et suffisamment crédible pour être transmise. Le Burkina Faso ne cherche ni à imposer un modèle ni à revendiquer une exception. Il expose une possibilité, celle d'une justice qui ne s'arrête pas à la sanction, d'une sécurité qui se mesure dans les usages quotidiens et d'une souveraineté qui se vérifie par des routines plutôt que par des proclamations. Rien dans cette trajectoire n'est spectaculaire au sens classique. Tout repose sur des ajustements progressifs, des choix observables et une cohérence construite dans le temps. Pour l'observateur, l'enjeu n'est pas d'adhérer ou de rejeter. Il consiste à interroger ce que cette expérience révèle sur les marges de manœuvre des sociétés en crise. Jusqu'où une communauté peut-elle aller lorsqu'elle décide de produire ses propres réponses, avec ses contraintes, ses risques et ses responsabilités? Quels critères permettent de juger une réforme autrement que par ses intentions ou par ses slogans? Ouvrir ce débat, c'est déjà participer à la dynamique décrite. Examiner les faits, confronter les lectures, questionner les limites sans nier les déplacements réels. La discussion ne demande ni conviction préalable ni conclusion hâtive. Elle invite simplement à penser ce qui devient possible lorsque les certitudes vacillent.